Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech. C'est le début du dégel à la fois à l'extérieur de la maison, n'est-ce pas, dans le beau grand Québec où nous vivons, mais aussi dans le secteur techno, parce que là, les nouvelles commencent à débouler. Et on en a beaucoup cette semaine pour vous. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Monsieur McKenna. Je pense que la fin du Nouvel An chinois, ça se peut-tu, soit une des causes. On repart la machine en Chine et ça, ça se pourrait très bien. Ça repart, donc c'est pour ça que les produits arrivent, tous les lancements début mars. C'est souvent à cause de ça. On va remercier nos partenaires, TELUS et Plan Hub. Merci beaucoup de rendre ce podcast possible. Et c'est toujours un plaisir. Ça me donne une excuse de te voir chaque semaine parler de technologie. Et on a un bel épisode aussi. On a plein de nouvelles. Nouvel iPhone, un Mac pas cher. Et ça fait toujours le rêve d'un Mac pas cher. Planet Hoster fait une acquisition où s'associe avec un hébergeur français très, très cool pour augmenter son déploiement. Gemini 3.1 Pro, Lyria 3. Je ne sais pas ce que tu penses, j'ai hâte que tu me donnes ton impression sur le thème d'une tasse de tech que j'ai généré avec Lyria 3. Moi, j'ai encore les oreilles qui saignent. On va parler du Play Store de Google qui filtre beaucoup d'agents malicieux. J'ai été impressionné d'une montre montréalaise de jeux vidéo québécois, d'un clavier mécanique et d'un portefeuille qu'on ne peut pas perdre. Ceux qui veulent rester proches de leur argent. Ça, c'est une révolution. Exact. On veut pas s'éloigner de son portefeuille. Je passe tellement de temps à chercher mes patentes. Tu peux pas savoir comment les petits traceurs me sont utiles. J'aimerais ça en mettre sur tout. C'est un beau petit gadget. Ce sera pas très grand essai parce que c'est pas très sophistiqué, mais c'est ingénieux. Mais c'est aussi une façon pour les gens qui veulent payer moins de payer moins. Et là, je glisse ça très subtilement. C'est un épisode particulièrement près de ses sous cette semaine à Une tasse de tech. Et je vous dis que si vous sauvez des sous grâce à nous, vous pouvez sauver encore plus de sous grâce à mon nouveau bouquin Payez moins pour vous déplacer n'importe où au Québec. Ça fait suite au premier, Payez moins pour vos services de streaming. Donc, vous avez une collection de 2 livres là qui vous ferait sauver des milliers de dollars chaque année si vous suivez les conseils. J'en fais une petite promo parce que c'est vraiment un bon... ce sont de bons guides de finances personnelles pour une hygiène financière qui a du bon sens. Je vais faire une autre sous-plug avant de nous envoyer dans les espressos de tech, si vous voulez, parce qu'on parle beaucoup de technologie nécessairement dans notre balado, parce que c'est ça le but, on se comprend. Et si vous en voulez davantage, il y a moyen de le faire avec l'infolettre Infobref Pro Techno. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner. C'est infobref.com/une tasse de tech, vous allez vous abonner et tout le monde va être très heureux, à commencer par votre boîte de courriel qui va recevoir un vrai de vrai courriel, de vraie bonne info plutôt que de spam et de promo marketing d'autres sources. Donc, vous pouvez aller voir ça. On va parler d'un événement à venir au début du mois de mars du côté d'Apple pour lancer ça, Pascal, parce qu'il y a été, ça commence à couler l'information sur les sites spécialisés, nécessairement les sites spécialisés sur les produits Apple. Un événement qui s'appellerait Apple Experience le 4 mars prochain. C'est non sans ironie et certainement pas mal prévu du côté d'Apple de tenir cet événement en plein milieu du Mobile World Congress qui a lieu à Barcelone et qui réunit à peu près tout le monde d'autre sauf Apple à Barcelone pour une semaine pour parler des technologies sans fil. Et là, chez Apple, on dit non, nous, on va faire notre propre affaire en plein milieu de cet événement-là. Donc, chez Une tasse de tech, vous savez comment on est partout tout le temps, et sur ça, on va être déchiré à savoir où est-ce qu'on va être par rapport à ces deux événements-là. Mais les nouvelles devraient être bonnes du côté d'Apple. On parle, entre autres choses, du fameux MacBook bon marché, un nouveau MacBook d'entrée de gamme qui serait lancé à ce moment-là. On en a parlé un peu avant Noël parce qu'il y avait des rumeurs déjà à ce moment-là qu'Apple voulait aller chercher un produit d'entrée de gamme du côté du MacBook. Et je pense, si je regarde la fiche technique dont les rumeurs font état, qu'on pourrait parler d'un peu un relancement de la gamme Mac, comme on l'a fait au début des années 2000 avec le nouveau Mac pleine couleur, là, qui était un écran cathodique et tout le kit, mais qui a quand même relancé Apple dans l'informatique à l'époque. Ce serait un MacBook animé par une puce A18 Pro, la même que l'iPhone, donc pas une puce M qui coûte plus cher. On aurait des couleurs vives, donc vraiment un MacBook pour jeunes utilisateurs plus multimédia, châssis en aluminium, moins coûteux. Vraiment un produit d'entrée de gamme là, qui pourrait être sous les 1 000 $ américains, donc peut-être autour de 1 200 canadiens. Ça va être à suivre, évidemment. Il y aurait, écoute, c'est un événement qui pourrait être chargé parce qu'on pourra en profiter pour rehausser le MacBook Air avec la puce M5 qui dégagerait de l'espace pour un MacBook d'entrée de gamme. On pourrait ressortir les puces M5 Pro, M5 Max dans des nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Un Mac Studio avec puce M5 Ultra serait aussi au programme et peut-être un nouveau moniteur Apple Studio Display de 2e génération. Tout ça, évidemment, vendu au gros prix, là, à part le MacBook d'entrée. Donc, c'est des gros sous.
L'autre grosse partie de cet événement-là pourrait concerner l'iPhone parce qu'il est question de iPhone 17e, donc une forme plus écono de l'iPhone actuel. Écoute, est-ce que le nom exact, ce sera 17E? Je suis pas certain, mais on parle d'une puce A19, d'un support MagSafe, une caméra frontale Center Stage qui serait quand même capable de vous suivre comme on le fait avec les MacBook et les appareils plus sophistiqués. Et ce serait l'occasion pour Apple de présenter la nouvelle version de Siri, animée par Gemini de Google. Évidemment, on risque de jamais entendre parler de Gemini derrière tout ça, mais ce serait une façon de pousser une version évoluée de Siri qui serait capable d'en faire un petit peu plus que la version actuelle, ce qui est grandement tant que ça se produit. Ça fait au moins un an et demi qu'on en parle. Donc déjà, ça fait une belle brochette de sujets, mais ce n'est pas tout, parce que je regardais un peu dans les rumeurs et il y aurait peut-être quelques surprises. Il y en a une que je pense qui me semble crédible, c'est le lancement d'une version améliorée de l'Apple TV, le récepteur numérique d'Apple, qui aurait une version 4K avec la puce A17 Pro, une puce un peu plus performante qui permettrait de faire un peu plus de choses. Et 2 nouveaux HomePod, un HomePod Mini 2, donc une nouvelle version du petit HomePod pas très cher. Ça tomberait sous le sens, là, peut-être un peu amélioré au niveau sonore, et un HomePod avec écran tactile de 7 pouces. Et ça, je me demande à quel point c'est réalisable, parce que c'est une rumeur qui traîne depuis longtemps. Ça pourrait être cher et ça pourrait être dans un marché extrêmement niché. Je ne vois pas d'enseigne connectée avec écran se vendre de façon massive actuellement dans le marché. Donc, je ne sais pas à quel point c'est un marché ou c'est quelque chose de lucratif ou qu'il y a vraiment une grosse demande. Mais écoutez, on verra bien ça au début du mois de mars quand ce sera lancé. Mais vu les rumeurs, ça va être un gros événement printanier pour Apple. Donc, attendez-vous à un gros printemps de ce côté-là, sans doute, sans aucun doute. Un HomePod avec un écran tactile, je vois le potentiel, parce qu'en ce moment, on n'entend plus parler de Sonos, qui était l'appareil. Donc, si on relance l'Apple TV 4K avec des fonctions audio, tu mets ça comme système de son dans ta maison, ça pourrait avoir un grand succès. Puis évidemment, si c'est un produit Apple, ça va se vendre. Bon, sauf peut-être le casque Vision Pro. S'il n'y a pas un si grand marché, ça reste un produit de niche. Ça reste un produit de niche. Mais en tout cas, ça, j'ai bien hâte de voir parce qu'il y a beaucoup de produits annoncés. Puis le fait que ce soit en plein milieu du Mobile World Congress, c'est très drôle. À propos du HomePod avec écran, ça me fait penser, il y a eu une mise à jour d'Apple Podcast la semaine dernière dans les termes, la politique d'utilisation des gens comme nous qui avons un balado, qui le diffusons sur cette plateforme-là. La prochaine version d'Apple Podcast va inclure les vidéos. Ouh! Donc, on pourra, nous aussi, déposer notre version vidéo du balado Une tasse de texte sur ces plateformes-là si on le souhaite. Et ça pourrait que ça serait pour, justement, pousser du contenu sur l'écran d'un HomePod, éventuellement. Wow! Spotify ne le fait pas. YouTube Music le fait. On peut déposer notre balado vidéo, tout ça. À un moment donné, ça va devenir mêlant parce que ça va être, va falloir vraiment juste fusionner une seule version du balado. Pour l'instant, on dépose les deux dans 2 plateformes différentes. Mais ça expliquerait la volonté d'avoir un écran sur un HomePod. J'écoutais un podcast qui était sur l'audio 20,000 Hertz, qui disent que ils vont se diversifier sur YouTube parce que le potentiel de gens qui écoutent YouTube est tellement plus grand. Les algorithmes de découverte de YouTube sont tellement grands qu'ils voyaient l'avantage. Mais comme c'est un podcast sur l'audio, il est déchiré un peu comme nous. Est-ce qu'on fait un podcast centré sur l'audio? Est-ce qu'on fait une expérience visuelle avec des montages frénétiques et ainsi de suite? Pas évident de décider. On va peut-être on a parlé au fil des épisodes d'être en 4K, d'être en HD, d'être en holographique, d'être un... Qui serait... En version audio, vidéo spatiale, dans vos oreilles et vos yeux. Odorama surtout. Petite nouvelle Espresso de Tech. Planet Hoster, l'hébergeur québécois qui intègre l'hébergeur français Digital Forest. C'est le fondateur de Digital Forest qui a fondé Digital Forest, un hébergeur qui était centré sur l'environnement, la souveraineté des données, et ainsi de suite, qui s'appelle Simon Cardon, qui devient le CEO, le directeur général de Europe pour Planet Hoster. Ils ont des gros plans d'expansion, Planet Hoster. C'est un hébergeur québécois qui veut se battre, je crois, contre les gigantesques services Amazon et compagnie qui permettent pas la souveraineté des données, qui offrent pas un service super personnalisé. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Petite nouvelle, j'ai pas beaucoup plus de détails. Le communiqué était très bref, mais attendez-vous à ce que l'hébergeur québécois Planet Hoster, qui a déjà été partenaire du podcast, on ait des nouvelles là-dessus. Je trouve ça très, très, très agréable. Il faut le souligner. Québec! Bien dit. Écoute,
La demande envers l'hébergement de données, bien sûr, est stimulée par l'intelligence artificielle. Donc, ça nous permet de glisser ici une nouvelle et une série de nouvelles, en fait, sur l'IA, parce qu'il y a du nouveau encore cette semaine. Surtout chez Google, ça a bougé beaucoup. On a lancé, entre autres choses, il y a quelques instants à peine, dans ce qui concerne Gemini 3.1 Pro, donc une mise à jour de Gemini 3.0, Gemini 3 tout court, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Je devrais dire Gemini 3 Pro, naturellement. C'est la version comme... C'est pas la version de Deep, mais c'est la version de base, parce qu'on appelle ça fast, et entre plein d'autres versions allégées. On parle d'amélioration vraiment axée sur le raisonnement complexe, les capacités agentiques et vraiment sur la profondeur de réflexion. On peut aller plus loin dans le raisonnement, dans la réflexion, dans la délibération et le jugement avant de répondre du côté de Gemini. On dit qu'il est à peu près 2 fois plus performant. Évidemment, il faut définir le mot performant, mais il serait le double de la performance de raisonnement de Gemini 3 Pro. Donc, c'est quand même pour un point 1. C'est quand même une grosse mise à jour en termes de puissance. Il aurait une meilleure compréhension multimodale de l'analyse dans l'analyse de texte, d'images, de vidéos, d'audio et de code. C'est un outil qui devrait, parce qu'évidemment la guerre elle se fait sur différents fronts dans l'intelligence artificielle générative, mais qu'il serait très très bon et ce serait une belle amélioration pour le vibe coding, cette façon de programmer des applications et des bouts de logiciels à partir de juste hey, fais-moi donc un logiciel, puis là, pouf, il code à votre place. Et j'en parlais avec des programmeurs la semaine dernière, et il y a vraiment, c'est générationnel. Hein. Si tu as appris à coder avant et après, l'IA générative, disons, tu n'as pas du tout la même perception de ce que c'est créer des programmes, des logiciels informatiques, des applications informatiques. Et là, on promet vraiment une grosse avancée de ce côté-là, du côté de Gemini, parce que le vibe coding, c'était beaucoup ChatGPT, c'était beaucoup Claude aussi, ou peut-être pas Claude, mais chez Anthropic, là, l'IA qui parce qu'ils ont différentes versions de leur IA. Et on a introduit aussi une capacité en 3D, donc de pouvoir créer vraiment de l'animation, de pouvoir comprendre la profondeur dans l'animation, dans le visuel. Donc, ça, c'est intéressant. Si ça vous titille, évidemment, vous pouvez, dès maintenant, dans l'application de Gemini ou dans Notebook LM, là, aller voir les améliorations proposées par 3.1 Pro. Pour les gens qui sont plus axés dans le développement, vous pouvez aussi les trouver dans GitHub Copilot et dans Visual Studio. C'est quand même pas rien. C'est des applications qui ne sont pas de Google. Donc, on dit qu'on peut plus facilement créer, grâce à cette nouvelle version de Gemini, des agents autonomes et capables de planifier et d'exécuter des tâches multi-étapes de manière indépendante. Ça fait un bout de temps là, qu'on parle d'agentique et là, on fait un gros pas dans ce sens-là chez Google. On a essayé au fil des derniers mois différentes applications, comme par exemple des solutions de paiement où l'IA peut payer à l'IA. Donc, entre deux IA différentes, on peut faire une transaction financière à partir de votre carte de crédit à vous. Et là, on s'en va vers ça chez Google et ça, évidemment, ça soulève nécessairement un paquet de questions. Mais pour l'instant, du point de vue technique, c'est vers ça qu'on s'en va chez Google. Donc, à suivre, mais quand même, si ça vous intéresse, allez voir ça. Ça bouge. On peut se faire chez Google en ce moment dans l'intelligence artificielle. Non, ça bouge énormément. Moi, j'imagine, là, c'est pas demain. Aujourd'hui, je me dis, c'est pas demain que je vais donner mon numéro de carte de crédit à une intelligence artificielle. Dans un an, j'ai donné mon numéro de carte de crédit à une intelligence artificielle pour faire mon shopping. C'est l'horreur. Google a aussi annoncé l'Iria 3 qui permet de décrire une chanson pour obtenir une chanson de 30 secondes. Et là, encore une fois, ça a déjà été fait à quelques reprises par d'autres entreprises qui permettaient de créer des chansons. Mais là, c'est l'Iria 3. Il y a Udio, il y a plein d'autres trucs. Ouais. Exactement. L'Iria 3 qui est le plus meilleur de modèles de création de musical. La réaction initiale est très positive. Hein? Réaction de gens indépendants qui gossent avec ces affaires-là. Et j'utilise le mot tel un sculpteur du Bas-Saint-Laurent, là, effectivement, parce que c'est un peu ça le niveau de cette application-là. Mais c'est quand même, semble-t-il, très fonctionnel. J'ai été assez impressionné. Je lui ai demandé d'écrire une chanson d'amour sur un thème particulier. Ma blonde était émerveillée. J'ai demandé de créer un thème musical pour une tasse de tech. Je voulais quelque chose dans le sens, dans le genre de La Revanche des Nerds, le thème de La Revanche des Nerds qui était Revanche des Nerds. Là, j'ai dit juste un thème musical, une tasse de tech avec le titre. Ça a bien marché. J'en ai fait un autre qui m'a dit une tasse de tech, c'est quoi c'était le futur donne ton respect. Avec une tasse de tech, le progrès apporte le respect. C'était vraiment un thème pas super bon, mais ça marche comme une tonne de briques. Je suis d'accord avec le concept, mais c'est pas notre slogan. Non, pas du tout, mais j'ai demandé, j'avais juste un thème qui faisait juste une tasse de tech, une tasse de tech. Je dis, écoute, rajoute plus de détails, rends ça plus punché. Puis ça m'a dit, avec une tasse de tech, le progrès vous apporte le respect. Avec un accent un peu franchouillard, c'était très, très drôle. Peut-être que si jamais on lance une version en France, on aura une idée, là. Et là, c'est quoi, la Saint-Valentin? Non, le Saint-Valentin est passé. Ouais.
Oups! Ça aurait été le temps de faire une chanson d'amour, un thème, un truc rigolo. Ils ont raté leur coup. Ben oui, le lancement a eu lieu. C'est ça aurait été une bonne idée. Et ce qui est flyé, c'est qu'on peut pas créer des chansons à partir de... et j'aime beaucoup la façon dont ils ont phrasé ça. Ils te rappellent, en créant la chanson, que je peux pas créer de musique directement liée à des œuvres, des marques ou d'autres propriétés intellectuelles spécifiques. Fait que là, j'aurais aimé ça peut-être dire, fais une chanson dans le style des Beatles, dans le style d'Elvis, dans le style de Billie Eilish, je sais pas quoi, ils veulent pas, mais ils génèrent des musiques en s'inspirant de l'ambiance générale, de l'énergie et du style qu'on recherche. Fait que si on est astucieux, on peut décrire quelque chose, musique rock des années 60, énergique, on peut trouver quelque chose qui ressemble beaucoup à Elvis, sans dire Elvis, par exemple. Autre chose, je vais faire une autre nouvelle de Google juste pour regrouper. Google a fait une nouvelle, on parle souvent de de l'environnement doré d'Apple où les applications sont sécuritaires grâce à toute l'attention qu'Apple porte à la sélection des applications. Google fait ça aussi. Google, Play Store de Google a beaucoup de ménage qui est fait. Et on parle d'1,75 million d'applications non conformes qui ont été supprimées l'an dernier. Ils ont banni plus de 80 000 comptes de développeurs malveillants. Et là, c'est pour dire, on s'imagine pas que Google, il y a 80 000 développeurs qui proposent des applications, et là, ils disent, oh, c'est pas des bons acteurs. Fait que les acteurs malveillants, évidemment, vont s'inscrire sous plusieurs comptes, plusieurs noms, ainsi de suite. Les escrocs, c'est ça leur boulot à temps plein. Ils ont bloqué 266 millions de tentatives d'installation à risque dans 185 marchés. Fait que les stores, les boutiques d'applications, ils font du gros travail à notre insu de filtre et de nettoyage. Il n'y a pas qu'Apple qui fait ça dans sa boutique d'applications. Google le fait aussi. Et les nombres m'ont surpris. 1,75 million d'applications non conformes par 80 000 comptes de développeurs malveillants. C'est beaucoup, je trouve. Ben, à mon avis, on décline aussi, parce qu'une application peut se retrouver dans plusieurs Play Store nationaux, parce que les régions ne sont pas toujours fluides. Et tu sais, une application qu'on retire au Canada, aux États-Unis et ainsi de suite, ça compte pour plus qu'une application. Mais c'est vrai que ça fait du volume, mais tant mieux si c'est bloqué, ça l'a dit, on va pas minimiser. C'est ça, puis il va toujours en passer, c'est sûr, ça arrive de temps en temps, mais que ce soit rapidement repéré, c'est ça, c'est juste qu'on se rend pas compte de la quantité d'applications et d'acteurs malveillants. C'est pas nécessairement des applications. Parce qu'évidemment, c'est malveillant, c'est caché derrière quelque chose de légitime. Donc, ça peut être une application simple qui rend un service utile aux gens qui l'utilisent, mais qui, derrière, va collecter des données qui sont au-delà de la politique permise par le Play Store et des choses comme ça. Et c'est là où ça devient caché. Et ça vient du trucage, et c'est probablement ça qu'on cherche. Plus que des applications qui sont écrites. Il n'y a personne qui va dire « Hey, ceci est un logiciel sur la virus pro, injection de virus pro ». Personne ne va télécharger ça, mais une application amusante de calculatrice. Dans les films d'espionnage, je me souviens pas dans quel film, il y avait le gars qui ouvrait sa calculatrice, tapait un chiffre dedans, et boum, ça lui permettait de communiquer avec son secrètement. Je trouvais ça très cool, facile, comme gadget moderne. Puis une nouvelle montre automatique, j'aime ça, les montres. Très curieux. Écoute, c'est de la techno, mais d'une autre époque, parce qu'on parle d'une montre à mouvement automatique mécanique, mais les gens derrière cette marque-là de montres montréalaises m'ont écrit cette semaine et je voulais vous en parler parce que, en fait, je vais vous en parler maintenant parce qu'ils lancent la prévente. Je vais vous l'expliquer dans les nouvelles, mais laissez-moi le temps d'en précommander une, s'il vous plaît, et vous irez ensuite faire une précommande parce qu'on parle de montres automatiques montréalaises. Le nom de la marque, c'est La Cité, tout d'un bloc, mais comme La Cité, n'est-ce pas? Des montres assemblées à la main à Montréal qui s'inspirent de l'architecture urbaine et des grandes métropoles. Il y a un lancement qui s'appelle, en fait, d'un modèle de prix-lancement qui s'appelle la Urbanite GMT. C'est une montre équipée d'une complication additionnelle, donc en plus du cadran normal, évidemment, qui permet de suivre 2 fuseaux horaires en même temps. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est quand même pas si simple. Et justement, on est allé chercher un mouvement japonais, le Miyota 9075 qui se dit True GMT. Et j'aurais demandé d'ailleurs pourquoi ce mouvement-là. Et justement, c'est ce mouvement-là qui est le moins cher, disons-le comme ça, parce qu'il faut quand même se le procurer, mais qui est de qualité suffisante pour avoir deux cadrans, en fait, deux montres, 2 horloges, comment dire, mais qui permettent d'afficher 2 heures en même temps sur un seul boîtier de montre. La montre fait 40,5 mm de diamètre, donc c'est un cadran rond. Très joli. Vous allez voir ça sur le site de la Cité. La citywatches.ca, il me semble. On a 3 versions.
Je vais juste finir la fiche technique avant de vous dire quelles sont les versions, mais on part à la base avec un boîtier en inox vers saphir plat avec traitement anti-reflet, donc quelque chose de bien, et un fond de boîtier à l'arrière, évidemment, transparent pour voir le mécanisme. Ça, c'est toujours le fun quand on a une montre automatique. Ce sont des montres assemblées très solidement. On parle d'étanchéité de 100 mètres, donc 10 atmosphères. Et pour le lancement, en fait, le pré-vente commence le 10 mars prochain. Donc, vous avez le temps d'y penser. Il y a des quantités limitées, pour faire attention, mais il y a les gens qui veulent surtout vous inscrire avant la pré-vente. Vous allez avoir un 20% de rabais sur le prix de détail, ce qui vous mène à payer pour les 3 variantes en question. Je vais vous dire ensuite combien ça coûte. Une version noire ardoise à 560 $, une version vert émeraude à 580 et la version Montréal LE, qui est limitée, elle, démarre à 630 $. Là, vous dites, mais c'est bien cher pour une montre. Ben, je vais vous dire, si vous avez acheté une Apple Watch, déjà, vous avez payé ce prix-là. Et ce sont des montres à mécanisme automatique qui coûtent généralement pas en bas de ces genres de prix-là quand on magasine dans ce marché de la montre-là. Et il n'y a pas une tonne de montres de ce genre-là qui sont fabriquées ici, hein, on va dire. Donc, c'est quand même quelque chose de le fun. Et elles sont vraiment très jolies. Je vais essayer de m'en procurer une, dites-le pas à personne, mais si vous voulez aller voir ça. Lacité Watches, juste me rappeler, c'est quoi Lacitywatches.com, lacitywatches.com, et je pense qu'ils sont assemblés ici. Ils sont assemblés ici. Le boîtier, c'est un boîtier japonais Miyota, et puis voilà. Ils le mettent dans le boîtier avec le bracelet et tout, c'est assemblé ici. Fait que ça, c'est très, très cool. Mais peut-être que je vais flasher la montre montréalaise à mon poignet dans un futur poche, parce que c'est quand même... ça vient me chercher de toutes les façons imaginables. Donc voilà, c'était une petite nouvelle sur les montres Lacité. Oh, je suis excité aussi. Parlant de trucs québécois, Pascal, tu as une petite nouvelle sur le jeu vidéo québécois. Oui, c'est jusqu'au 23 février. Dépêchez-vous si vous écoutez le podcast aujourd'hui, demain ou après-demain. Nous sommes le 20 février aujourd'hui pour moi et toi, Alain. Jusqu'au 23 février, la vitrine de jeux québécois présentée par la Guilde du jeu vidéo et Indie Asylum célèbre les jeux du Québec. Il propose jusqu'à 92% de rabais sur des jeux québécois. J'ai regardé la page, c'est la première édition qui font cette célébration-là. Ça met en valeur les jeux du Québec, tous les créatifs québécois, tous ceux qui travaillent dans l'industrie des Québécois du jeu vidéo. Il y a 20 000 jeux qui sont sortis sur Steam en 2025 pour se démarquer. C'est le fun d'avoir une petite vitrine, de mettre en valeur temporairement, de dire « Hey, profitez des jeux québécois, tant qu'à jouer, pourquoi pas jouer québécois, découvrir des éditeurs de jeux. » J'ai vu, c'est super drôle, j'ai vu un jeu québécois de bataille par carte, genre des petites cartes animées, style Pokémon, ou je sais pas, j'ai pas d'autres références, mais j'ai déjà vu des jeux comme ça, et c'était style manga. Mais il y avait des personnalisations québécoises qui étaient proposées. Fait que le manga, c'était le personnage portait un uniforme des Canadiens, c'était le champion de la patate qui devenait de la poutine. Genre c'est ça, le champion de la patate ou le monstre de la patate devenait le monstre de la poutine. Le roi de la patate. Et c'est des petites personnalisations, quelque chose comme ça que je trouvais très, très amusante. Fait que c'est des jeux qui peuvent coûter quelques dollars, qui vont permettre aux éditeurs de jeux québécois de vivre, de survivre et de propager leurs jeux dans le monde. Et ça, c'est très, très cool de développer cette belle expertise-là. Il y a le vibe coding, c'est une chose. Et créer des vrais jeux à la main avec amour. Parlant de vibe coding, c'est drôle, j'ai eu le flash tantôt, tu en parlais. Moi, je vois autant de commentaires qui disent le vibe coding, c'est merveilleux pour créer des trucs, mais autant de gens qui disent c'est épouvantable, c'est en train de tuer le développement logiciel libre, parce que tout le monde propose son vibe coding tout croche, qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il y a plein de trous dedans. Et là, tu as d'un côté des gens qui font les prototypes très, très vite, puis de l'autre, des gens qui pestent parce que ces prototypes-là sont pleins d'erreurs et de bugs et qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Je veux dire, ça, c'est pas grave, là, qui pestent contre l'IA dans le vibe coding et tout ça. Je veux dire, bienvenue à notre club. Nous, les gens des médias, je veux dire, l'IA, s'il y a full bordel partout, on en sait quelque chose, il faut quand même faire très attention. Mais effectivement, ça ouvre des portes. Et pour revenir à ce que tu disais, à travers tout ça, il y a quand même beaucoup de contenu québécois qu'il ne faut pas oublier. Et la découvrabilité, n'est-ce pas, est un problème partout, y compris dans le jeu vidéo. Donc, cette vitrine de la Guilde Indie Asylum que je salue en passant, c'est vraiment très important. Jetez un coup d'œil sur Steam. Pascal, oui, ça fait le tour pas mal de ce qui s'est passé cette semaine du côté technologique. Et ce sont donc la fin de nos espressos de tech. On va prendre une courte pause. On revient avec nos gadgets de la semaine. Et on vous recommande chaudement de regarder ça parce que ça va peut-être vous aider à avoir un meilleur quotidien. Un quotidien plus simple,
à partir de maintenant. Donc, restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Ah ben, bienvenue à Une tasse de tech. On a 2 gadgets, pas mal le fun. Des fois, des choses n'ont pas besoin d'être compliquées pour être le fun, et c'est le cas dans les 2 cas. En fait, cette semaine, Pascal, on va commencer avec ton gadget, ton accessoire, ton bidule de la semaine, qui est, ma foi, étonnamment inversé dans ses dimensions. C'est un gros clavier avec un très, très petit écran. Oui, mais ça, écoute, tu viens de dire le punch, c'est que c'est un clavier avec un petit écran. C'est comme un petit moniteur d'ordinateur dans le coin du clavier. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous le voyez. Ceux qui veulent voir sur Internet, c'est le clavier EpoMaker RT82. EpoMaker qui font des claviers. C'est un clavier compatible avec les touches Cherry. Fait qu'on peut les remplacer avec un paquet de kits de touches, puis il y en a vraiment des beaux, des touches de qualité, des touches plus dures, plus molles. On peut remplacer aussi, évidemment, les boutons pression, là, les interrupteurs. Ça fait un bout de temps que je travaille avec, il faut que je fasse un hommage là, au clavier que j'ai utilisé avec délectation au cours des dernières semaines. Le modèle Wooting 80HE qui utilise l'effet Hall avec des touches magnétiques. Donc, tu tapes, et c'est très doux. T'as pas de clac-clac que certaines personnes apprécient. Avec le EpoMaker RT82, tu retrouves le clac-clac. Mais ils ont beaucoup travaillé sur l'acoustique du clavier. Fait que ça, c'est assez génial parce que quand tu tapes le clac-clac, je vais essayer de le faire voir ici. Là, si tu... Non, on l'entend bien. C'est très satisfaisant. C'est un beau clac. Ça ressemble au c'est bruit pas trop... que l'iPhone veut synthétiser quand on tapote sur le clavier à l'écran. C'est un peu ça, et c'est très agréable. Évidemment, si vous travaillez dans une aire ouverte ou vous travaillez avec quelqu'un à côté, ils vont vous haïr. Mais pour moi, pour donner un petit rythme apaisant à ces journées de travail, c'est très cool. Il se connecte comme beaucoup de claviers de façon filaire pour avoir la plus grande rapidité. Je crois que c'est 3 millisecondes de délai entre les touches. Tu peux le connecter par un dongle radio 2,4 gigahertz qui va permettre d'avoir une bonne vitesse de frappe et Bluetooth qui va être un petit peu moins rapide au niveau de la frappe. Mais encore une fois, si vous ne faites pas de gaming, vous le sentirez probablement jamais. On parle de 400 Hz versus 1000 Hz pour la connexion filaire et radio. C'est compatible VIA, je ne sais pas si tu as déjà travaillé, moi je me suis amusé à utiliser VIA pour configurer un clavier. Très très simple, tu branches ton clavier, tu as une interface en ligne qui permet de modifier les touches, qui permet de rajouter des raccourcis, déplacer, tu veux que ton cul soit à un autre endroit, tu peux le faire directement là-dessus. Et le petit moniteur, qui est la raison pour laquelle j'ai voulu essayer ce clavier-là, le RT82, a un petit moniteur d'1,4 pouces qui fonctionne avec des pogo pins qu'on pose sur le clavier avec des petits aimants et ça permet d'afficher entre autres l'heure, la date, le niveau de la pile du clavier, si notre caps lock est enfoncé. On peut le mettre en mode frappe où il va afficher les touches sur lesquelles on frappe. Fait que si tu tapes le A, ça affiche A dans l'écran. C'est comme... c'est vraiment un peu superflu, mais quand même amusant. C'est très superflu. Écoute, ça me fait penser à un épisode de Sesame Street. Tu sais, quand ils font afficher les lettres A, B, C, D, E, U, N, E, T, A, S, S, E. Ça clignote sur ton écran. Tu peux aussi mettre des gifs. Fait que ceux qui veulent voir un petit minou qui ronronne ou un petit truc qui bouge. Encore une fois, purement rigolo, purement festif. Quand tu le poses à plat, tu peux ajuster ton clavier avec 2 niveaux d'angle, donc un peu plus d'angle, un peu plus encore d'angle. Quand tu le poses à plat, tu vois bien le petit écran. Quand tu le poses avec l'angle le plus élevé, je trouve qu'on voit moins le clavier, c'est un peu dommage. Et le petit clavier, je trouve qu'il y a une belle occasion manquée. Le petit clavier, le petit écran, je trouve qu'il est tellement joli. C'est tout petit, c'est comme, écoute, un gros affichage de montre, là, c'est très, très drôle. J'aurais aimé pouvoir le déplacer. J'aurais aimé pouvoir le poser sur une petite base au-dessus de mon écran. J'aurais aimé pouvoir le mettre ailleurs. Malheureusement, si on le détache du clavier, il fonctionne pas. Ouais, quand on tape vite, le champ de vision, il regarde pas le clavier. Nous, on regarde ailleurs. C'est ça. Moi, je regarde ailleurs. Fait que si je pouvais prendre ce petit écran-là puis le déplacer sans fil ou avec un fil ou avec une base, le déplacer ailleurs, ce serait vraiment génial. Le clavier coûte autour de $130. Je le vois 129, je le vois 133 sur Amazon.
avec livraison rapide, évidemment. Là, c'est Amazon. Vous pouvez l'acheter directement des ProMaker si vous voulez. Je suis très satisfait. Je pense que si vous travaillez de la maison, si vous travaillez d'un bureau qui vous donne du bon équipement, si vous travaillez avec un laptop et que les touches sont molles puis que c'est pas le fun à taper, un bon clavier, moi, ça me rend heureux. J'aime ça changer de clavier. Si vous avez un portable sur un poste de travail fixe, un clavier externe et un truc comme ça, c'est clair que ça vaut la peine. Et là, je l'utilise en mode sans fil, mais de temps en temps, je le garde en mode filaire, juste pour être certain de jamais manquer de pile. L'autonomie, je vais juste le mentionner, il est entre 15 et 40 heures si on utilise le clavier avec l'écran et avec les fonctions d'éclairage. On peut évidemment, j'ai pas mentionné, mais le clavier est rétroéclairé avec des couleurs farfelues, ça peut faire des explosions de couleurs, ça peut être la couleur qu'on désire, on peut personnaliser l'affichage, la couleur du rétroéclairage de ces touches, très très le fun si on tape le soir, la nuit ou dans un endroit plus sombre. Ça diminue l'autonomie de la pile qui peut être entre 15 et 40 heures. 15, c'est pas énorme. Tu sais, si tu travailles... c'est 15 heures actives d'utilisation ou c'est 15 heures dans une journée parce que c'est pas la même chose. Ouais. Ça veut dire une recharge, c'est pas nécessairement aux 3 mois, ça peut peut-être vouloir dire aux 2 semaines, aux semaines, selon l'usage. Fait que ça, mais encore une fois, c'est pas une grosse lacune, il suffit de le brancher quelques heures et puis on continue de taper comme si rien n'était. Ouais. Avec le petit dongle, ça fonctionne super bien. Voilà. C'est bien ça, le EpoMaker RT82. Pour les amateurs de clavier en vous. Oh oui. Écrivez-moi sur un favori. Voilà, on a tous nos dadas, hein, et dans mon cas, ce sont ces petits accessoires qui se collent à l'endos d'un téléphone qui agissent comme un portefeuille. Ça fait des années que j'ai derrière mon iPhone un machin qui me permet de ne pas avoir dans mes poches un portefeuille en plus d'un téléphone. Oui, parce que c'est ça, à un moment donné, ça fait beaucoup de bébelles qu'on transporte et ça devient embêtant parce que faut les porter. Puis là, on les met dans nos poches, puis on s'assoit, ça tombe dans le fauteuil. Puis dans les avions, maintenant, ils disent, hein, si votre téléphone tombe dans la craque de votre siège et l'autre siège, appelez-nous, ça va mettre le feu à l'avion. Ça veut dire que les gens transportent beaucoup de choses dans leur poche et on s'en rend pas compte. Et des fois, ça tombe et ça devient un problème. Évidemment, on ne prend pas l'avion tous les jours, mais c'est un exemple de comment ça peut devenir embêtant au quotidien ailleurs aussi. Et ce que je sais depuis le CES, en fait, parce qu'ils m'ont donné un échantillon là-bas que je traîne depuis, ils viennent de l'annoncer pour le mettre en marché, c'est le portefeuille MagSafe de la compagnie Moft, M-O-F-T. Leur site, c'est moft.us, qui a une nouvelle fonction. C'est la fonction Find My. C'est-à-dire que si vous le jumelez avec l'application Find My localisée de votre iPhone, vous ne le perdrez plus jamais. C'est un appareil qui a aussi l'avantage de ne pas avoir besoin d'une batterie échangeable parce qu'on peut le recharger par contact sans fil. Et là, il y a une twist parce que vous savez que l'iPhone ne permet pas la recharge inversée. Mais si vous avez un téléphone Android, vous êtes en veine parce que dans la boîte est inclus. Ah, c'est drôle, ça vient faire. Regardez ce que ça fait. Mon fond virtuel est leurré par cet anneau. C'est qu'on dirait une loupe magique. Ceux qui nous regardent sur YouTube, ça vaut la peine. C'est très drôle ce que ça fait à l'écran parce qu'on dirait un tour de magie. Ce qui est essentiellement un anneau en inox qu'on colle à l'endos d'un téléphone Android et qui fait l'équivalent de la connexion MagSafe pour Android. Donc, si vous avez un téléphone qui dépasse d'un Google Pixel de récent 10 de la dernière génération, qui a ils appellent ça, je pense, le Pixel Snap, leur équivalent du MagSafe, qui est exactement la même chose. Et de plus en plus, on commence à l'avoir parce que probablement que le brevet est échu. Donc, les gens peuvent l'adopter de façon plus large. Vous pouvez apposer à l'endos ce portefeuille, ainsi que d'autres portefeuilles du genre. Là. Évidemment, le truc MagSafe, c'est répandu pas mal. Mais vous pouvez aussi le jumeler à l'application de localisation de votre téléphone. Et là, ne plus jamais perdre votre portefeuille. Évidemment, pour faire ça, il faut avoir un portefeuille très ascétique, très ascète, très minimaliste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier une hygiène où on transporte 12 cartes, des factures, des cartes de l'argent comptant. Là-dedans, il rentre à peu près 4 cartes de crédit d'épaisseur de contenu. Vous pouvez plier des billets de dollars, des billets de monnaie, si vous voulez, donc des dollars. Vous pouvez mettre une passe pour votre sécurité d'entrée de bureau, si vous voulez. Vous pouvez mettre une carte de crédit, un permis de conduire, ainsi de suite. Et comme de plus en plus tout se numérise, ce qui est superflu dans votre portefeuille que vous transportez dans votre poche peut aller dans votre téléphone carrément en version numérique. Vous pouvez scanner vos factures dans l'application de notes. Vous pouvez transporter une version numérique de plein de cartes désormais pour s'identifier. Même la passe de la CEPAC se transporte dans un portefeuille numérique de nos jours, donc c'est pas un souci. Mais vous pouvez garder là-dedans un permis de conduire, une carte de crédit, des choses comme ça. Exactement. Et ça fait très bien la job et ça se colle à l'endos du téléphone. Et mon Dieu que c'est magique.
Entre autres choses, ça fait aussi, parce que ce portefeuille-là se distingue de bien d'autres portefeuilles d'autres marques, parce qu'il est équipé d'une béquille pliable. Et là, vous collez votre téléphone, il se tient debout sur la table, vous le mettez en votre paysage et vous avez une béquille, ça vous fait une petite télé. Et si vous voulez, vous pouvez même faire comme, je sais pas comment ça s'appelait ça, les machins qui permettaient de le tenir avec son doigt sans que ça tombe. Oui, les petites tétines en arrière, comment ça s'appelait? Exact. L'espèce de poignée de téléphone, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Et tout ça dans un seul et même machin. Très compact, très portable, et c'est ce qui distingue la marque Moft des autres patentes dans ce genre-là qui sont souvent très bon marché, c'est que souvent c'est maladroit, c'est trop épais, c'est pas... Ça fait un téléphone de double épaisseur, puis c'est pas portable. Ça, c'est extrêmement ingénieux. C'est le plus beau de ces petits portefeuilles-là que j'ai pu voir et j'en ai vu parce qu'au CS, il y en avait des centaines. Et il est très cool. Il est offert... pour finir la fiche technique, Find My, quand on utilise un bidule avec Find My, on peut ensuite repérer son appareil avec l'application et on peut aussi faire émettre un son. Ce téléphone-là, pourtant, c'est très mince. C'est vraiment impressionnant. Un petit machin qui fait du bruit. Donc, si vous le retrouvez, vous l'avez jumelé, il va pouvoir vous dire « Hey, je suis ici! » Donc, ça, c'est assez cool. Donc, si vous l'égarez dans la craque du divan, je ne sais pas comment vous pourriez faire ça, mais vous pourriez ensuite le retrouver facilement. Il est vendu à 4 couleurs. Ça, c'est le Misty Cove, le blanc crème un peu. Il l'a en noir, jet black, en version Blackberry, donc une espèce de violet mauve, lilas, je sais pas quoi. Et terracotta, qui est un orange assez vif, merci, mais qui est orange, un peu comme le nouvel iPhone 17 Pro. Là, oui, c'est la couleur à la mode là, ces temps-ci. Qui me rappelle juste le sud de l'Arizona, mais c'est une question de point de vue. Et tout ça coûte, et ça c'est un peu le problème, 68 $. Un des défauts de cette bidule-là, c'est qu'il n'est pas donné. Pour quelque chose de tout petit, tout mince, c'est cher du gramme. C'est ce qui fait que beaucoup de portefeuilles du genre de marques moins connues sont vendus pas mal moins cher parce qu'ils n'ont pas le raffinement dans le design. Mais c'est comme acheter comme les gens qui achètent une Lexus ou les achètent une Toyota, c'est un peu le principe. Je vais vous dire ceci, on dit 4 cartes. Les cartes sortent pas facilement. Hein. Il est serré, ce qui est rassurant parce que vous pouvez pas égarer vos cartes sans vraiment faire exprès pour la sortir. Mais en même temps, quand on a besoin d'une carte vite, là, faut un peu travailler. Il faut avoir les doigts fins pour aller chercher la carte, qui est la dernière coincée. Mais c'est un léger détail. En fait, c'est l'envers de la médaille du fait que ça tient très bien. Et je vais vous dire moi, je ne traîne plus de portefeuille parce que j'ai mon téléphone avec ça dessus. Et ça sauve des soucis de portabilité de ces bébelles qu'on a dans les poches. Donc, ça allège la poche de votre pantalon assez efficacement. Et là, avec le Find My, vous pourrez désormais le retrouver. Est-ce que vous allez retrouver son contenu? Si quelqu'un vous le vole, évidemment, il risque de prendre la carte, mais si vous le garez dans un divan, dans votre voiture, n'importe où, ça peut servir. Vous allez voir aussi Moft, ils ont plein d'autres gadgets. Ils ont des supports iPad, entre autres le petit iPad d'Apple Mini, qui est comme d'origami. C'est vraiment fou comment il est bien conçu pour faire une béquille et faire plein d'autres affaires. Donc, c'est une marque qui, si vous cherchez des accessoires pour vos bidules électroniques, est intéressante à considérer. Et ils ont souvent des spéciaux aussi pour les fêtes auxquelles vous pouvez penser. Là. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient au printemps. Donc, si vous cherchez un bidule, restez à l'affût pour un spécial. C'est vraiment un petit gadget à considérer. J'ai vu quelqu'un cette semaine qui disait que je ne vois aucun intérêt à utiliser le paiement mobile sur son téléphone parce que moi je suis minimaliste, alors je traîne mon portefeuille et ça me suffit. Mon téléphone et mon lecteur MP3 et mon GPS et mon livre de cartes et mon machin. Et ma caméra numérique. Et le type avait un énorme sac qui remplaçait tout ce qu'on pouvait faire avec un téléphone. Mais comme il était minimaliste, il n'avait pas de téléphone intelligent parce qu'il n'était pas capable de ne pas utiliser les applications. Il y a un téléphone, il faut qu'il utilise les réseaux sociaux et être comme il n'y a pas les options pour désactiver ses notifications et ne pas suivre les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Merci Alain. Merci Pascal. Merci. Ton portefeuille m'excite, mais son prix... C'est ça qui est le fun. Tu achètes le portefeuille Moft et puis ton portefeuille est plus mince en partant. Fait que la force à... Oui, il y a une discipline... tout l'argent qu'il y a dedans pour payer le portefeuille. On remercie TELUS et Plan Hub qui sont partenaires du podcast. Merci beaucoup d'être là. Merci à Cogeco Média qui permet la diffusion du podcast partout dans le monde sur l'application de votre choix. C'est vraiment le fun, l'interopérabilité des podcasts, qu'on puisse les écouter partout. PascalForget.com, lisez-moi, je vais mettre des critiques, des chroniques, des idées. Des fois, j'ai des bulles de cerveau que je publie sur mon site et Alain, on peut te lire un peu partout, y compris dans la presse, pour avoir des nouvelles et des actualités sur la technologie.
Yes, monsieur, bien dit. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen d'avoir la plus récente version ou la plus récente édition d'une tasse de tech dans votre appareil sonore préféré. Là, je ne sais pas c'est lequel. C'est votre téléphone, votre ordi, votre tablette. Peut-être même votre montre connectée, parce que ça marche aussi là-dessus. Oui. Ou votre voiture, parce qu'on est présent sur les applications des autos qui ont des applications de balado. Intégré à leur système multimédia. Donc, voilà, abonnez-vous, suivez-nous, écoutez-nous, appréciez, écrivez, faites comme vous voulez, mais pour savoir que vous existez, on est toujours content de prendre vos commentaires. Et sinon, faites attention à vous. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.